Ce que j'appelle un exo, en fait, ceci pour moi n'est absolument pas un exercice de proba, c'est un exercice de ce que j'appelle de calcul de somme. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun raisonnement probabiliste, c'est uniquement, on vous donne un couple de variables, on vous donne leur loi dans grand N carré, et derrière, déterminer les lois marginales de X et de Y. Il y a quand même un micro-raisonnement probabiliste quand même. Les variables sont-elles indépendantes et montrer que l'espérance d'une certaine fonction existe et la calculer. Donc tout va être très calculatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin en fait, pourquoi je dis que c'est pas vraiment un exo de proba, dans le sens où il n'y a pas d'expérience aléatoire, c'est uniquement des calculs sur les formules. Oui. X virgule Y, c'est-à-dire X alterne Y. Oui, c'est... Alors, X virgule Y égale JK, ceci c'est la même chose, je suis d'accord, que X égale J inter... Y égale K. Voilà, c'est la même chose. Oui, c'est la loi du couple. C'est-à-dire que c'est la loi de la loi d'un couple, c'est donné par la loi de l'intersection. Du coup, comment vous allez me déterminer la loi marginale de X, par exemple? Ouais, sur le si on fait la loi de X sur le SCE de Y. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est la seule partie qui concerne à dire un raisonnement probabiliste pour moi. Mais après, à partir de là, dès qu'on a ça, c'est que du calcul. Parce que là, il n'y a même pas de proba conditionnel avec des châles à faire ou quoi que ce soit. C'est on applique du calcul de somme et c'est tout. Oui. Je vais quand même l'écrire par FPT sur le SCE. Alors, je vais l'appeler, du coup, il y a une notation Y égale K, K appartenant à N. On va avoir que la probabilité de X égale J. Pour tout J, vous voyez pas le bord, mais je mets juste pour tout J appartenant à N, c'est juste pour mettre le quantificateur. Probabilité de X égale J, ça va donc être la somme pour K égale 0 à plus l'infini, des J plus K 1 demi puissance J plus K sur E J factoriel K factoriel. Comment vous calculez cette somme? Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Monsieur, juste à gauche, avant P de X égale J, vous avez écrit quoi? J'ai juste écrit, oui, j'ai juste écrit pour tout J appartenant à N. C'était juste pour mettre le quantificateur, mais je voyais que vous le voyez pas, mais je l'ai dit à l'oral que c'était, c'était juste pour avoir le quantificateur. Alors, ça je peux le faire, ça c'est évident. Je suis d'accord qu'on va avoir je vais l'écrire comme ça, du 1 demi puissance J, du E sur J factoriel, somme pour K égale 0 à plus l'infini. Mais là, j'ai un problème, c'est que, ou alors il faut que je fasse autre chose. Mais je me retrouve avec ça. On peut encore faire quelque chose, mais c'est à vous de voir, de me le dire, etc. Ouais, on a le droit de séparer les deux séries en deux. Alors toujours, attention, ici on est sur un calcul de probabilité. Du coup, on est sûr que les séries sont à terme positif et convergentes, donc il ne va pas y avoir de problème de convergence. Mais si on était sur un exode de série, une série, vous pouvez pas forcément la séparer en deux, par exemple. La série des 1 sur n plus 1, qui est équivalent à 1 sur n carré, elle est convergente. Mais si on la sépare en deux, ça fait 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Si on la sépare en deux, les deux sont divergentes. Donc on peut pas les séparer forcément. Ici, ça pose pas de problème vu que ce sont des séries convergentes, des probas, donc des séries convergentes. Mais du coup, ceci, ça, je peux le réécrire maintenant. Alors juste pour pas tout réécrire pour le moment, ça, je vais le renoter A, juste pour alléger mes notations un tout petit peu. Je vais me retrouver avec du A fois J, somme pour K égale 0 à plus l'infini des 1 demi puissance K sur K factoriel. Et derrière, je vais me retrouver avec du plus A, je vais le réécrire normalement pour qu'on voit derrière ce qui se passe, de K sur K factoriel 1 demi puissance K. Alors, ceci, tu veux me le remplacer par 1 sur K moins 1 factoriel? Oui, mais pas que, sinon il y a un problème. Pour obtenir la série exponentielle. Alors, c'est le but d'obtenir la série exponentielle, je suis d'accord, mais il y a un autre truc à dire qui n'a pas été dit là. Il y a un vrai problème à écrire directement. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que cette somme, faut d'abord dire que c'est nul pour K égale 0, parce que de toute façon, sinon, la formule n'existe même pas. Donc, à partir du moment que c'est nul pour K égale 0, donc que la somme commence à 1, je suis d'accord. Donc, du coup, c'est pareil que de mettre ceci qui commence à 1. Et donc, maintenant qu'on a ça, clairement, cette somme-là, on va injecter du J qui vaut K moins 1. Et donc, maintenant qu'on a ça,
La première somme, est-ce qu'on est tous d'accord sur ce qu'elle fait? C'est pour racine de 1 sur 1. Ah, E de 1,5, ok. J'avais pas du tout ça au début, c'est juste du E de... Ah, d'accord, ok, tu le voyais, pardon. Je le voyais juste comme la fonction E pris en 1,5 et je l'entendais pas. Pardon, Yad, j'ai pas fait le lien. Et du coup, c'est la somme, je la réécris quand même. Si je décale, ça devient bien de j égale 0 a plus l'infini. Ça va me faire du j factoriel. Et ici, attention, ça va me faire du 1,5 de j plus 1. Et du coup, ça fait pas grand chose. Ça fait encore une fois, là, j'ai du AJ de 1,5. Et ici, je vais me retrouver avec du A sur 2. Enfin, je sors un 1,5 là-dedans. Et je vais me retrouver avec du E de 1,5. Donc, ce qui va me faire du A facteur de J plus 1,5 E de 1,5. Et le A valant, maintenant, je vais réécrire son écriture. Le A, c'était 1,5 puissance J sur E. J factoriel, donc ceci, ça me fait du J plus 1,5, E de moins 1,5. J'ai dit quoi? J'ai pas écrit le 1,5, pardon. Je vais le mettre en 2 en bas, 2 puissance J, J factoriel. Bon, c'est pas une loi de référence, hein, c'est un calcul de loi, tout ce qu'il y a de plus quelconque. On vous demande la loi de X, faudra bien sûr faire la loi de Y, mais au moins c'est une question. Alors vous voyez, encore une fois, typiquement, vous êtes à l'oral, là je vais faire les deux calculs pour qu'on les ait fait, pour que vous n'ayez pas de problème. Mais vous expliquez que vous faites la FPT sur la première formule, avant même de détailler tous les calculs, vous pouvez tenter de dire, voilà ce que j'ai obtenu comme résultat final, puisque c'est pas écrit dans le sujet, c'est que vous avez fait les calculs au brouillon. Alors ils vont peut-être quand même vous demander de détailler le premier calcul, mais pareil, pour le deuxième calcul, vous pouvez redire, en faisant la même méthode, voilà ce que j'ai obtenu pour la deuxième loi. Et là, normalement, je pense pas qu'ils vont vous demander de réécrire une deuxième fois la même chose. Ok? Ah non, faut faire les calculs. Mais vous pouvez les faire au brouillon pendant votre temps de préparation et pendant vos 30 minutes de passage, juste dire, vous détaillez bien le premier calcul, même si vous le demandez, mais tout résultat qui n'est pas dans le sujet, vous pouvez tenter de dire, j'ai fait ça, alors il faut quand même dire la méthode, typiquement j'ai fait une FPT appliquée, voilà ce que j'ai obtenu. Et comme ça, si c'est le bon résultat, aucun souci, on va vous dire que ça marche. Vous voyez bien le P? Ouais. Donc pareil, on va faire la probabilité de Y égale K en faisant une FPT sur le SCE de X égale J. Ça... Alors elle est parfaitement symétrique? Ah oui, elle est parfaitement symétrique. Complètement d'accord avec toi. Comme j'avais plus le sujet de base, oui, complètement d'accord ici. Oui. Probabilité de Y égale K. Alors, je vais mettre oui. Par symétrie. Alors, précisons ce qu'on veut dire par symétrie. Le jour J pourrait vous le demander. C'est juste que la probabilité de X égale J inter Y égale K, c'est aussi la probabilité de X égale K inter Y égale J. Donc la probabilité de Y égale K, ça va donc être la même chose, ça va être du K plus 1,5 exponentielle de moins 1,5 sur 2 fois K factoriel. Oui, ça fait même gagner du temps, c'est pour ça qu'ils vous font pas faire 2 fois le calcul en fait. Je l'avais pas revu parce que j'avais plus le sujet en tête, je l'aurais vu en remontant les calculs. Mais voilà pour la deuxième proba. Les variables X et Y sont-elles indépendantes? Alors, on peut, je vais l'écrire, on va voir ce que ça fait. On a probabilité de X égale K, non, c'était, les notations qu'on a, c'est X égale J inter Y égale K. Ça va me faire du J plus 1,5 facteur de K plus 1,5. Ensuite, je vais avoir le E moins 1,5 avec E moins 1,5, ça va me faire du 1,5. Je vais me retrouver avec les 2 puissance K ici, avec du 2 puissance. Monsieur, mais là, vous avez fait le produit et pas l'intersection. Ah mince, ah j'écris à gauche pas la même chose. Oh là là là, ça va pas aujourd'hui. Oui, je suis en train de faire, en plus je suis en train de recopier justement Y égale K fois la probabilité de X égale J. Et donc ça me fait ceci.
Et d'un autre côté, la probabilité de l'intersection. Alors c'est ce qu'il y a là-haut. Je crois que de mémoire, c'est du J plus K. Le E-1, je peux le mettre en haut. J'ai du... Je peux mettre... Donc j'ai du 2 puissance K plus J, K factoriel, J factoriel. Donc on a égalité des deux si J plus 1 demi facteur de K plus 1 demi est égal à J plus K. Ce qui n'est pas vrai. Donc, je vais écrire directement X indépendant de Y si et seulement si J plus K est égal à J plus 1 demi facteur de K plus 1 demi, quel que soit J et K appartenant à... Oula, ça ne veut plus bien écrire. Appartenant à N carré. Ah, c'est pas possible. Quel que soit K et J appartenant à N, ce qui est faux. Donc, X n'est pas indépendant de Y. Enfin, je l'écris comme ça pour conclure, mais il faudrait dire à l'oral qu'elles ne sont pas indépendantes. Alors, je voudrais arriver à faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je vais remonter là-haut. Je vais essayer de faire une sélection. Je voudrais avoir cette formule-là. Non, ça ne veut pas. Donc, je repars du poly. Bonjour. Je vais reprendre ça. Oui, bah, j'ai été dévié sur l'autoroute et je suis arrivé avec 10 minutes de retard. Donc, c'est pas moi qui vais te... Parfait. Parfait. Pardon. Donc, ça, je m'en fiche. Alors, je veux juste vous montrer. Alors, là, je fais du zèle. Mais c'est juste pour vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que ce sont des exos préparés. Et votre raisonnement sur montrer qu'elles sont indépendantes me paraît complètement valable, justifié, etc. Parfait. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est des exos préparés. Alors, on verra s'il y a d'autres exos où il y a des variables indépendantes à prouver avec le même genre de calcul. Dans ce cas-là, vous pouvez pas. Mais sinon, si vous avez un souvenir vaguement que ces variables ne sont pas indépendantes, ou alors si vous avez en tête, est-ce que je peux prouver rapidement, ce qui est une autre idée à faire, est-ce que j'ai un moyen simple de prouver que ces variables ne sont pas indépendantes? Il y a un cas que je trouve... mince, je l'ai mis trop bas, c'était pas là que je voulais mettre cet élément-là. C'était plus haut, pardon. C'est là. Enfin, c'est quand on a... Enfin, c'est là. C'est quand on est d'accord que la probabilité de X égale J, c'est la même que celle qui est à gauche, là. Et on a la probabilité de l'intersection, enfin, qui est là. Est-ce que vous voyez pas une situation, une valeur de K et J qui pose problème pour montrer que le produit est égal à l'intersection? Dans les probas marginales, si je pose K ou J qui est nul, si je pose K égale 0 ou J égale 0, ça me fait une proba non nulle. Ça me fait une proba de 1,5 exponentielle de moins 1,5. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, ça fait 1 sur 2. Non, alors ici, alors moi justement, je suis en train de parler de ça. Si ici, j'injecte... Mais c'est pareil, x égale 0 ou y égale 0, on est d'accord, c'est la même chose, vu que les lois sont symétriques. Si j'injecte, ça fait 1,5 de exponentielle moins 1,5. Si ici, j'injecte en même temps jk égale 0, ou si je fais la probabilité de x égale 0, inter y égale 0, il se passe quelque chose. 1 sur 2. Non. Ouais. À cause de J plus K. Et du coup, ça fait que pour ce cas-là, la proba d'un côté est nulle alors que le produit des deux probas est non nul. Ça ne vérifie pas pour 0 l'intersection est égale au produit. Ça suffit à prouver qu'elles sont non indépendantes. Donc, si vous vous en rappelez ou si vous testez le 0 et que vous y pensez, ça va plus vite que de refaire le calcul qu'on a essayé de faire juste avant. C'était juste pour vous donner une astuce, un truc qui va vite, mais... moi, je le vois parce que je me rappelle on avait fait un calcul en classe à l'époque du chapitre de proba avec un calcul un peu plus compliqué où je me suis
J'ai pris du temps, ça m'avait fait des calculs avec des polynômes de degré 2, j'avais dû trouver des racines, je me disais, mais dans quoi je m'embarque pour au final prouver qu'elle n'était pas indépendante, et dès que je l'ai vue, j'ai fait, ah mince, en injectant 0, 0, ça marchait pas. Et on aurait pu le voir avant. Donc c'est un petit truc à avoir en cours de la tête, en tête, que ça peut faire gagner du temps. Prouver que l'espérance de... Alors, je déteste ces questions-là dans votre programme. C'est mal connaître votre programme pour moi de dire ça, mais tant pis, la question est posée comme ça. Prouver que l'espérance de 2 puissance x plus y existe et à la calculer, ça devrait être montrer que c'est une espérance finie. Puisque les variables x et y sont positives, 2 puissance x plus y est positive, cette espérance existe forcément dans R plus bar, c'est-à-dire dans 0 plus l'infini fermé. Donc, c'est dans votre programme, on l'a défini comme existant dans 0 plus l'infini fermé. La seule question, c'est est-ce qu'elle elle a une valeur finie ou est-ce qu'elle vaut plus l'infini? Donc, j'aime pas quand il vous dit ça, ce serait plutôt montrer que c'est une espérance finie ou une valeur finie et la calculer. De toute façon, comme il faut la calculer, faut y aller. Donc, on va commencer par dire ça pour la question 2 quand même. On va commencer par dire que x de oméga égale y de oméga égale n, donc je vais mettre que 2 puissance x plus y de oméga est inclus dans R+, j'ai pas besoin de dire plus, c'est des valeurs positives, donc l'espérance de 2 puissance x plus y existe dans 0 plus l'infini fermé. La seule question, c'est est-ce que ce nombre est fini? Mais en gros, c'est votre cours de famille sommable. Quand on est dans les positifs, ça veut dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut en termes de calcul. Au pire, on atterrit sur plus l'infini à la fin des calculs. Mais j'étais en train de vous dire que votre cours de famille sommable vous dit que si tous les UN sont dans R+, on peut complètement définir cette somme en disant que c'est soit... En disant que ça va dans 0 plus l'infini, en disant soit c'est dans R, soit je fais des calculs avec des nombres qui valent plus l'infini. Et c'est juste que puisqu'on ne fait que des sommes de nombres positifs, au pire, si à un moment ça atteint plus l'infini, on reste à plus l'infini. C'est juste ça. Donc c'est juste dire ça. Et donc quand on vous dit de calculer l'espérance, ça pourrait être, justement, on pourrait vous demander de calculer l'espérance sans vous faire préciser est-ce qu'elle est finie ou pas. Et du coup, la réponse pourrait être, elle vaut plus l'infini, l'espérance. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas la question montrer qu'elle existe. Elle existe forcément, mais elle peut valoir plus l'infini. Donc la question serait plus montrer que c'est une espérance finie. Donc c'est juste ça. En disant ça, en gros, je dis que j'ai le droit de manipuler le symbole somme de 0 à plus l'infini sans réfléchir. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de vérifier que la série converge avant de me mettre à faire des calculs avec des sommes allant de 0 à plus l'infini. Donc maintenant, je me lance dans les calculs. L'espérance de 2 x plus y, c'est par transfert la somme... Ah bah tiens, comment vous me l'écrivez? Monsieur, puisque x et y sont indépendants. Elles sont pas indépendantes. Justement. Il y a deux sommes. Ouais, c'est ça. On va sommer sur... Ouais, j allant de 0 à plus l'infini, de la somme sur k et allant de 0 à plus l'infini. Et vous mettez quoi? 2 puissance k plus j, probabilité de... Juste x égale... Alors c'était quoi? C'était x égale j inter... Ça, c'est juste ça. Voilà. Donc... Ceci, ça va me faire la somme pour j égale 0 à plus l'infini de la somme pour k égale 0 à plus l'infini des 2 puissance k plus j. J'avais du j plus k de mémoire, j'avais du 1 demi puissance k plus j, j'avais du e moins 1 et j'avais en bas du k factoriel j factoriel. Donc là, soyons clairs, le 2 puissance k plus j avec le 1 demi puissance k plus j, enfin, ça fait 1, le produit des deux fait 1. Je les barre, mais ça veut dire que le produit des deux fait 1. Je peux sortir le E-1, il ne va pas me gêner. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cette double somme. Comment vous voulez la gérer, cette double somme?
Ok, ouais, on l'a, d'accord. Mais encore une fois, enfin, c'est juste, je vais l'écrire proprement, mais ceci, ça fait ceci. Grosso modo, on refait comme tout à l'heure, hein, enfin. G sur K factoriel, ça vaut G fois exponentiel. Voilà, de 1, enfin on va voir ça. Donc on resépare cette somme en deux, on refait un décalage d'indice en précisant que le premier terme est nul, et on continue comme ça. Je suis d'accord avec vous. Ça fait E moins 1, somme pour J égale 0 à plus l'infini des 1 sur J factoriel, fois, ici je vais mettre que c'est J, fois la somme pour K égale 0 à plus l'infini des 1 sur K factoriel, plus ici, comme notamment, vous êtes dans le même exo, vous l'avez déjà bien fait à la question 1 quand vous avez fait vos décalages. Là, j'irai directement sur la somme pour J égale 1 à plus l'infini des 1 sur... non, pardon. Enfin, je peux pas utiliser J vu qu'il y a déjà deux lettres. Faut que j'utilise I comme lettre. Si je fais un décalage d'indice. Si je fais la somme pour I égale 1 à plus l'infini des 1 sur I moins 1 factoriel... Et là, directement à la ligne d'après, comme précédemment, ceci pour moi, ça fait la somme. Donc je me retrouve bien avec du 1 sur J factoriel, mais là, j'irai directement avec J fois E plus E. La deuxième somme, quitte à faire le décalage d'indice, enfin, ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre I, en fait, je peux garder K. C'est juste pour dire, c'est là où le décalage d'indice, vous l'avez déjà fait une fois, on comprend bien comment ça a marché, et ça fait ça. Donc maintenant, je peux simplifier, je peux sortir les E et les factoriser. Donc ceci va devenir la somme pour J égale 0 à plus l'infini des J plus 1 sur J factoriel. Et encore une fois, on resépare la somme en 2. Ce qui va nous donner tout simplement... je vais un tout petit peu vite pour la fin du calcul, mais les deux sommes, en fait, vont donner E. Enfin, donc ça va faire du 2E. Là, maintenant, j'ai le droit à toute la page. Oui. Alors, voilà le genre d'exo que j'appelle exo de cours. Encore une fois, la question 2, ce n'est que faire une preuve de cours. Alors, première question, énoncer le théorème des accroissements finis. Soit f, une fonction, donc quoi? Continue sur AB fermé, parfait. Dérivable sur AB ouvert. Dérivable sur AB ouvert, parfait. Il existe un C appartenant à AB. Ouvert. Ouvert, je suis d'accord. Tel que f' de C égale 0. Ah non, ça c'est le théorème de Rolle. F' de C égale f de A. Fois B moins A est égal à F de B moins. Alors, c'est pas grave si on a écrit f de A sur B. Non, parce que dès que vous écrivez l'ouvert ici, il est implicite que, pour que ça ait du sens, qu'il y ait un élément dedans. Donc A est plus petit, strictement plus petit que B ou l'inverse. Donc non, c'est pas choquant si vous avez fait le quotient. Hein, mais non, mais je vous l'écris comme ça. Bon, c'est juste du cours. Hein. Est-ce que vous connaissez votre théorème des accroissements finis ou pas? Je pense que c'est très mal barré si vous tombez là-dessus et que vous connaissez pas bien votre théorème des accroissements finis. Quoi. Là, c'est juste un truc sans preuve. On va vous en vouloir. Selon les euros, si on n'a pas trouvé une question, par exemple, on la passe et on dit au jury je l'ai pas trouvé. Ah bah c'est le jury qui t'envoie après sur ce qui... S'il veut pas la passer, il veut pas la passer. Après, le jury a obligation quand même de passer du temps sur les deux exercices. Mais s'il veut t'enfoncer, c'est-à-dire que cet exercice-là, t'as pas fait la question 2, moi ça me dérangerait pas de te faire la question 1, de te faire la question 3, mais s'il me reste, par exemple si je découpe mon temps en un quart d'heure, si t'as fini au bout de 5 minutes, je vais t'emmerder 10 minutes sur la question 2 quand même. Avant de passer à l'autre exercice. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment ça se passe. Mais alors, par contre, je vous l'ai dit, c'est toi qui choisis quel exo par lequel tu commences.
tu peux commencer par l'exercice non préparé, enfin que j'appelle non préparé, l'exercice non connu, qui n'est pas dans la base d'exercice. Mais, comme je l'ai vu, moi, les 30 que j'ai faits, ils sont, pour moi, plus durs que ceux-là. Donc, ça a peu d'intérêt, sauf tomber sur un exo un peu exotique comme ça. Vous vous rappelez plus que Leibniz, ça se fait par récurrence plus triangle de Pascal, etc. Vous voulez pas vous envoyer dans les choux, vous commencez par l'autre. Mais il faut avoir de la matière à dire sur l'autre. Enfin, bref. Monsieur, si par exemple, là, si on n'arrive pas à faire la première question, on oublie de plus loin de donne. Ah bah, ça dépend. Moi, direct, tu me dis, j'ai pas su faire la première question. Ok, vous avez su faire la deuxième? Ah, non plus, vu que j'ai pas. Ah, voilà. Bah, la deuxième, si tu me dis déjà, tu vois, différence. La deuxième, je pense qu'il faut se servir du théorème des accroissements finis. Oui, sinon la première question n'aurait pas trop de sens. Hein. Mais oui, donc si on se sert du théorème des accroissements finis, ça sert. À ce moment-là, peut-être que on va te donner le théorème des accroissements finis pour essayer de faire ça. Mais grosse baisse de notes instantanément, soyons clairs. Sur les 8 points de l'exo, alors les exos connus sont sur 8, les exos non préparés sont sur 12. Donc cet exo est sur 8 points, je suis désolé, moi j'enlève au moins 3 points parce que tu connais pas ton théorème des accroissements finis. Le théorème de Rolle, qu'est-ce qu'il dit? Justement, il dit que si en plus, en fait c'est un cas particulier du théorème des accroissements finis. Si f de b est égal à f de a, alors f de c vaut. Voilà. Mais c'est en fait c'est un cas particulier, c'est dans le cas où f de b vaut f de a, on a f' de c qui vaut 0. Du coup, la question 2. Donc, on vous donne une fonction qui est définie sur un fermé. Elle est continue sur le fermé. Elle est dérivable sur l'ouvert privé de x0. Et on veut vous faire démontrer que si f' admet une limite finie en x0, alors f est dérivable en x0. Et f' de x0, c'est la limite, quand x tend vers x0, de f' de x. Comment vous faites? Quoi qu'il arrive, je pense que le jour J, c'est une très bonne idée de dire je pense qu'il faut se servir du théorème des accroissements finis. Mais maintenant, comment vous allez vous en servir? Si f est continu sur AB, donc elle est continue sur AX0 fermé. Ok, on va faire une disjonction de cas selon ce qu'on va se placer d'un côté sur AX0 et de l'autre sur BX0. Ok, alors, soit X appartenant à AX0. On a F continu sur AX0. F dérivable sur AX0 et qu'est-ce que vous me faites comme calcul? Enfin, par théorème, j'aurais peut-être pas dû vous l'écrire comme ça. Faut peut-être. Alors, attendez parce qu'il va peut-être falloir réécrire pour ça. Mais par théorème, bon, je vais écrire juste taf. Hein. Par théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à quoi? Et là, je vais bien l'écrire comme ça. Alors, je vais noter, mais je vais gommer après. Hein, parce que c'est pas bon. Si vous me mettez AX0, ici vous me mettez X0 moins F de A sur X0 moins A, comment vous allez me faire apparaître le fait que... Pardon, il manque quelque chose, attendez. Comment vous allez me faire apparaître... Comment vous allez... En fait, le but, c'est de prouver que f est dérivable en x0 et que le nombre dérivé, c'est lié à la limite de f'.
comment vous allez... Il vous manque une info, enfin, il vous manque une technique. Là, vous pensez à l'idée, je vais me servir du théorème des accroissements finis, mais comment vous allez me prouver qu'une fonction est dérivable en x0? Puisque f' admet une limite moins 0. Adam? f de x moins f de x0 sur x moins x0. Alors, il faut prouver que f de x moins f de x0 sur x moins x0 tend quand vers x0 vers une certaine limite L. Et L, c'est le nombre dérivé. Du coup, est-ce que vous allez vraiment me dire il existe C? Alors, du coup, c'est peut-être là où je vous ai dit où il faut peut-être renoter les choses un peu différemment. Au lieu de noter soit x appartenant à x0, ce qu'on pourrait écrire, c'est soit x, alors, strictement plus grand, alors je réécris mal, soit x strictement plus petit que x0 et strictement plus grand que a. Alors, la fonction est continue sur le segment x0, dérivable sur le segment x0, et il existe C appartenant au segment x0, tel que ceci, ça fait du f de x0 moins f de x sur x0 moins x. J'ai une question. Oui. Puisque f' admet une limite en x0, une limite finie, on ne peut pas dire que f est dérivable en x0. Et en fait, là, le but, c'est de prouver ce qu'on appelle le théorème de prolongement C1. La question, je ne pas trop... Mais c'est prouver le théorème de prolongement C1. Le théorème de prolongement C1 dit que si la dérivée a une limite, la fonction est dérivable et que le nombre dérivé, c'est ça. Le but, c'est de refaire la preuve. C'est un exo de cours, ce n'est pas un exo. Enfin, c'est une preuve de cours. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour conclure? Maintenant qu'on a écrit ça? Monsieur, puisque f est dérivable sur x0 et c appartient à x0, donc limite de f' de c, f' admet une limite finie en c. Donc, en x0. Donc f' de c, je suis d'accord, ça tend quand x tend vers x0 parce que c est bien entre x et x0, vers ceci tend bien vers une limite L, qui est la limite quand x tend vers x0, f de 0 de f' de x. Si j'appelle L cette limite, je suis d'accord avec toi, je vais bien avoir f' de c qui tend vers L. Et instantanément, donc, par égalité qui est là, donc, f de x0 moins f de x sur x0 moins x tend lui aussi, quand x tend vers x0, vers ce même L. Et donc j'ai bien prouvé que la fonction est dérivable et que sa dérivée, le nombre dérivé, c'est bien le même L que la limite de f'. Alors, donc f, je vais préciser quand même dérivable. Pour le moment, j'ai fait le cas où x est plus petit que x0. Donc j'ai juste prouvé que f est dérivable à gauche en x0 de nombres dérivés. Alors de dérivés, je vais mettre ce qu'on note souvent f' gauche de x0 qui vaut la limite quand x tend vers x0 de f' de x. Et il faut faire de même si x0 est strictement plus petit que x, strictement plus petit que b, f est continu sur x0x, dérivable. Monsieur, Oui. dans f' de c, il n'y a pas le terme x. Donc quand on fait limite de x lorsqu'elle tend vers x0 de f' de c, c'est... Mais si, il y a le terme x, c'est toujours la même compétence dit que vous avez du mal. Comment tu me réécris C appartient à x moins x0, enfin à l'intervalle x0, x. Ouais, ça se traduit par C strictement compris entre x et x0. Si x tend vers x0, vers quoi? f' de c est égal à l. Voilà, on sait que f' a une limite en x0.
Donc ça prouve bien que C va tendre vers x0, donc que f' de x, donc f' de C va tendre vers le... Alors, il l'appelle pas f' de x0, vu que pour le moment c'est pas dérivable, il l'appelle la limite de la dérivée que j'ai notée L. Ok? Donc je reprends le deuxième raisonnement, mais c'est faire la même chose. Pareil, le jour de l'oral, vous dites juste, on procède de la même façon pour prouver que f est dérivable à droite. Comme elle est dérivable à gauche et dérivable à droite avec la même limite, elle est dérivable en x0. Mais donc dérivable par théorème des accroissements finis. Il existe C là qui appartient à x0x, tel que f' de C, ça fasse f de x moins x0 sur x moins x0. Or, je vais préciser mieux ici. C étant compris entre x0 et x, on a f' de C qui tend, quand x tend vers x0, vers L encore une fois. Donc, dérivable à droite en x0, deux nombres dérivés L. Au final, f dérivable en x0 et f' de x0, c'est la limite quand x tend vers x0 de f' de x. Bon, très bien l'idée de j'applique le théorème des accroissements finis, mais il faut l'idée en plus. La deuxième idée qu'il faut pour cette question, c'est clairement l'idée du taux d'accroissement, on est d'accord? Pour prouver qu'une fonction est dérivable en un point, il faut prouver que son taux d'accroissement a une limite. Et ça tombe bien, le théorème des accroissements finis fait apparaître des taux d'accroissement. Donc c'est juste le mélange des deux qui permet de faire le résultat. Je remonte un tout petit peu pour la troisième question. Alors la troisième question, c'est un truc classique de première année. C'est que quand on vous montre le théorème de prolongement C1, enfin en gros que si la dérivée a une limite, alors la fonction est dérivable et même de classe C1, on peut prouver que la réciproque, enfin que c'est juste une implication. Parce qu'il peut y avoir des fonctions dérivables pour lesquelles la dérivée, elle, n'a pas de limite. Donc c'est ce qui demande, prouver que l'implication f est dérivable en x0 implique f' admet une limite finie en x0 est fausse. Indication, on pourra considérer la fonction g définie par g de x égale x carré sinus 1 sur x si x différent de 0 et g de 0 égale 0. Alors je descends juste. On vous dit que g de x, ça vaut x carré sinus 1 sur x si x différent de 0, et ça vaut 0 si x est égal à 0. Et c'est ça qui m'intéressait en faisant cet exo, je me suis demandé comment vous réagirez, et vous dites... Hein? Ben, l'inverse, c'est ce qu'on vient de prouver, Yed. On vient de prouver que si f' admet une limite, alors f est dérivable. Donc là, c'est la réciproque qu'on doit montrer fausse. Ce qui m'intéresse, c'est ils veulent vous faire montrer que l'implication est fausse. F est dérivable en x0 implique f' admet une limite finie en x0. Question. Ils vous proposent la fonction g. Ils vous ont pas parlé du point x0. Est-ce que vous êtes tous d'accord que ça va être 0 le point qu'on va regarder? Si c'est pas 0, par règle d'opération sur les dérivés, la fonction g, elle est parfaitement dérivable. Parce que x carré c'est dérivable en dehors de 0, enfin c'est dérivable partout, sinus c'est dérivable partout, et 1 sur x c'est dérivable en dehors de 0. Donc cette fonction n'a aucun problème de dérivabilité, sauf peut-être en 0. Donc c'est ça qu'il faut vérifier. Et donc on va regarder, étudions la dérivabilité de g en 0. Qu'est-ce que vous faites? Et de la limite aussi, bien sûr, de la dérivée en 0. En fait,
la fonction sinus est dérivable sur R. Alors tu me dis quoi? Sin est dérivable sur R, je suis d'accord. X carré est dérivable sur R et 1 sur X est dérivable sur R étoile. Non, elle est dérivable aussi. Cette fonction n'est pas dérivable. Ah, bah pas sans précision. Pas, les règles d'opération sur les domaines classiques nous donnent pas que cette fonction est dérivable en 0. C'est pour ça qu'on va étudier la dérivabilité en 0. Je peux faire une remarque, hein, oui. On a clairement G qui est C infini sur R étoile. Ça me pose aucun problème. On veut étudier la dérivabilité en 0. Ben, avant même de faire la limite du taux d'accroissement pour qu'elle soit dérivable en 0, faut déjà quoi? Il faut qu'elle soit continue en G0. Donc il faudrait peut-être juste vérifier ça. Et on va voir qu'en vérifiant ça, on va mieux comprendre ce qui se passe pour le taux d'accroissement. Monsieur, à l'épreuve de maths 1, il y avait la première question montrait que f est dérivable en 0. Est-ce qu'on est obligé de vérifier d'abord la continuité? Ah bah oui. Bien sûr. Bah, alors c'est un peu caché dans le sens où c'est juste que si elle n'est pas continue, tu auras quelque chose qui est de la forme non 0 divisé par 0. Enfin, un truc qui vaut pas 0 divisé par 0. Donc tu dois avoir obtenu une limite infinie. Mais techniquement, enfin, est-ce qu'il y a des points pour justifier la continuité? Je sais plus comment elle était posée dans l'exo 1. Dans l'énoncé, f de 0 était donné. Oui. C'était pas un prolongement par continuité, c'était une fonction qui avait deux expressions. F de 0, 0 égale... Voilà, donc non, il n'y avait pas à vérifier. Dans ce cas-là, tu utilisais l'expression de f de 0, 0 et l'expression de f de x en dehors de 0. Moi, je vais regarder d'abord si elle est continue ou pas. Ok, non, c'est bah. Alors, si t'as commencé par ça ta copie, c'est très bien, juste pour mettre en confiance le correcteur, même s'il y a 0 point dessus, ça montre. Je sais que je peux pas parler de dérivabilité si je n'ai pas de continuité. Donc tu gagnes des points de confiance, c'est-à-dire je peux te le dire parce que là en même temps je corrige. Voilà quelqu'un qui sait faire des maths. En gros, à ce moment-là, tu te dis un tout petit peu, enfin en tant que correcteur dans le coin de ta tête, je vais pouvoir me reposer un peu sur lui. C'est-à-dire, il sait ce qu'il fait. Et donc, il y a peut-être un moment où il y a un truc un peu vaseux qui va passer parce que, il y a des choses bien faites à un moment donné. Mais j'ai pas compris pourquoi vous avez dit que c'est pas la peine de vérifier. Mais parce que comme là, elle est déjà donnée, qu'elle soit continue ou pas, tu écris l'expression de f de 0 et du taux d'accroissement et tu peux aller vérifier si ça a une limite. Si tu trouves une limite finie, en gros, ça fait office de... elle est continue, parce que si la limite de la forme 0 sur 0 a une limite, c'est que le numérateur faisait 0. Donc il y a continuité, entre guillemets. Enfin... du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut aller regarder directement ça. Hein. G de x moins g de 0 sur x. Alors, on peut aller regarder le g de x moins g de 0 sur x moins 0, oui. Ceci, ça va me faire... ça fait x sinus 1 sur x, on est tous d'accord. Et ça, je vais le faire pour tout x différent de 0. Comme ça, je l'ai... C'est sinus 1 sur x sur 1 sur... Alors, ça fait x carré sinus 1 sur x, le tout divisé par x, mais je devrais mettre mon égalité ici. Et ceci, ça fait... j'ai dit le même truc, sauf que lui, j'ai mis... je vois ce que tu veux faire. D'accord, je viens de comprendre ce que tu veux faire. Tu veux faire le taux d'accroissement. Tu veux faire la limite de référence. Bah si, ça marche, mais il y a mieux, on connaît. Alors, même pas encadrement. Attendez. Ah si, je dis une bêtise. Si, j'allais dire une bêtise, excusez-moi. Oui, alors justement, il faut encadrer pour trouver la limite de cette chose-là. On a, pour tout x différent de 0, sinus de 1 sur x. Alors, je vais le faire comme un prof de maths. J'encadre pas entre moins 1 et 1. J'encadre la valeur absolue. Mais j'encadre la valeur absolue plus petite que 1. Du coup, à ce moment-là, je vais avoir la valeur absolue de sinus de 1 sur x fois x dont je ne connais pas le signe, donc je vais multiplier par valeur absolue de sinus x qui est plus petit que x. Et ceci, tant quand x tend vers 0, quelle que soit la valeur de x, vers 0.
Donc, par encadrement, je vais mettre g de x moins g de 0 sur x moins 0, tant quand x tend vers 0, vers 0. Et g dérivable en 0 de dérivée g' de 0 est égal à 0. Ok, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est montrer, vu qu'il faut montrer que l'implication est fausse, il faut montrer que la fonction dérivée, elle, n'a pas de limite en 0. Alors, ça nous montre une nouvelle compétence qu'on n'a pas encore vue. Comment on montre qu'une fonction n'a pas de limite? Très souvent. Notamment quand ça implique du sinus et ce genre de choses, parce que là, c'est le cas. Ouais, mais en précisant comment tu vas faire ton absurde? Non, ici ça va pas être justement avec une limite infinie. Je vais faire le calcul de dérivée pour qu'on voit déjà. Je remets juste pour qu'on ait les calculs, mais g de x c'était x carré sinus 1 sur x. Du coup, le calcul de g' de x, c'est la dérivée d'un produit, ça fait du 2x sinus 1 sur x, plus x carré, et ensuite il faut dériver la composée. Donc ça va me faire du moins 1 sur x carré, fois la dérivée de sin qui fait cos 1 sur x. Donc ceci, ça fait du 2x sinus 1 sur x moins cos 1 sur x. Comment vous allez me montrer que ça n'a pas de limite quand x tend vers 0? Parce que justement, là, tu n'auras pas d'infini. Qu'est-ce qui va poser problème dans cette limite quand x tend vers 0? Voilà, c'est juste la méthode, c'est juste pour rappeler ça. Comment on montre qu'une fonction n'a pas de limite en un point? On prend deux cas particuliers de deux suites qui tendent vers ce point, qui tendent vers la valeur, donc vers 0, et on montre que leurs images vont pas vers la même limite. Par unicité de la limite, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Donc c'est un raisonnement par l'absurde. Mais la méthode est un peu plus précise, c'est-à-dire qu'on va prouver deux limites différentes. Et c'est toujours la même chose avec ces trucs en sinus et en cosinus. Alors, je vous repose une deuxième question maintenant. Qu'est-ce qui va poser problème là-dedans? Le 2x sinus ou le moins cos? Ouais, le 2x sinus, il ne pose aucun problème. Faut le redire. Alors, c'est encore une fois, c'est une deuxième fois où vous faites la même chose dans les mêmes questions, donc on peut aller plus vite. Je vais mettre de la même façon que précédemment. Je peux dire que 2x sinus 1 sur x en valeur absolue, ceci c'est plus petit que 2 valeur absolue de x, qui tend quand x tend vers 0, vers 0. Donc, j'ai déjà que ce terme-là ne me pose aucun problème, ce terme-là tend quand x tend vers 0, vers 0. Donc on va travailler sur le terme en moins cos 1 sur x. C'est lui qui ne va pas avoir de limite. Donc c'est lui pour lequel vous devez me trouver deux suites de termes qui tendent vers 0 et pour lequel la limite ne va pas être la même chose. Comment on fait? Vous connaissez les valeurs de cos où? En quelle valeur, entre guillemets, en quelle... Ok, mais comment tu vas me connaître les valeurs de cosinus de 1/2 puissance n? Ça va te faire du cos de 2 puissance n. Tu connais la valeur de cos? Alors, oula, 2 sur pi. Alors, cosinus npi égale moins 1 puissance n. Donc, je vais faire la même chose, mais en plus simple. Mais c'est la même idée. Je me base de ton idée, Adam. Tu me dis cosinus, complètement d'accord avec toi. Cosinus npi égale moins 1 puissance n. Très bien. Ça, je vais le traduire en deux choses. Cosinus 2npi, ça fait 1. Et cosinus 2n plus 1pi, ça fait moins 1. Je viens de trouver mes deux valeurs différentes.
Maintenant, comme je connais ces valeurs-là, il suffit que je trouve des suites qui tendent vers 0 et qui renvoient ces valeurs-là. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est juste simple, mais ici, puisque c'est un cosinus en 1 sur x, je vais aller prendre la suite 1 sur 2nπ. Si je prends un qui vaut 1 sur 2nπ, j'ai moins cos un. Enfin, pardon. Je vais poser un qui vaut ça, et je vais poser la limite, je vais faire du moins cos de 1 sur un, excusez-moi. Ceci, on sait bien tous que moins cos de 1 sur un, ça fait donc moins 1 à cause du moins. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un qui tend quand n tend vers plus l'infini vers 0. Et moins cos qui vaut moins 1, qui tend donc quand n tend vers plus l'infini vers moins 1. Par contre, j'ai, si je prends Vn qui vaut 1 sur 2n plus 1π, j'ai bien Vn qui tend quand n tend vers plus l'infini vers 0, mais j'ai moins cos de 1 sur Vn, qui vaut encore une fois là à cause du moins, celle-ci elle vaut plus 1. Qui tend quand n tend vers plus l'infini vers 1. Ce qui est contradictoire avec le fait, ce qui contredit l'unicité de la limite si la fonction moins cos de 1 sur x avait une limite en 0. Donc, moins cos de 1 sur x n'a pas de limite, l'autre terme a une limite, la somme des deux n'a pas de limite. Ok? Hop. Donc, par négation de l'unicité de la limite, j'ai moins cos de 1 sur x qui n'a pas de limite en 0. Je viens de le prouver. Donc par somme, G n'a pas de limite en 0. Attention, j'insiste, c'est ce qu'on appelle, pour des séries, j'en ai déjà parlé, ce qu'on appelle le principe de décomposition, mais là je le fais avec juste des limites. J'ai besoin de prouver que 2x sinus 1 sur x a une limite finie. La somme de deux choses qui n'ont pas de limite, vous ne savez pas ce que ça fait. Ça a peut-être une limite, la somme de deux choses qui n'ont pas de limite, si elles se compensent. Typiquement, si j'écris une quantité 0 est égal à cosinus 1 sur x moins cosinus 1 sur x, bah, j'ai deux quantités qui n'ont pas de limite, mais leur différence des deux, ça fait 0. Donc la différence des deux a une limite. Donc c'est bien parce que j'additionne un truc qui n'a pas de limite avec un truc qui a une limite, je suis sûr que la somme des deux n'a pas de limite. Parce qu'au pire, je reprends la fonction somme, et je refais le même raisonnement, et j'ai bien la somme des deux qui n'ont pas les mêmes limites. C'est pour ça que j'appelle ça le principe de décomposition. On l'avait vu quand on fait des séries. Si on a une série dont on n'arrive pas à prouver la nature et qu'on la décompose en deux séries, une divergente plus une convergente, la somme des deux fait une série divergente. Forcément. Est-ce que ça vous va pour cet exercice? C'est ce que j'appelle un exo technique de première année. La question 2, c'est une question de cours technique, je la trouve difficile. Et là, ça, c'est moi, typiquement, c'était le genre de choses que je faisais avec mes étudiants, mais je leur montrais en cours, et ça tombait pas dans les exos de cours et trucs classiques, c'est ce que j'appelais les monstruosités des mathématiques. C'est-à-dire une fonction qui est dérivable en 0, mais dont la dérivée n'a pas de limite en 0. On crée des monstres comme ça pour faire peur aux enfants. Voilà pour cet exercice-là. Oui, oui, bien sûr. On a fait quoi? On a fait ça hier, donc... En 73. Ouais, on est au 63. Ouais. Encore un exercice extrêmement près du cours. Hein. La partie 2, on l'a faite en cours, enfin la question 2. Il n'y a que la question 1
qui est presque du classique. Je vous l'ai pas mis dans les classiques, mais on l'a fait plusieurs fois en classe. C'est toujours une question qui vous pose du mal, cette question. Hein. Est-ce que vous connaissez c'est pas du cours. A et B, ça va être moins 1. Ouais, alors, qu'est-ce que tu me dis là-dessus, Adam? Tu me dis une matrice avec A et B ça va être moins A? Mais comment tu les places, tes A et B? Quelle matrice tu me fais? La diagonale. Et tu mets quoi en diagonale? Ah bah non, justement. Justement, c'est pas possible. Alors, pourquoi c'est pas possible? Alors, on va y réfléchir un tout petit peu. Donc, on est dans un espace euclidien. Ça y est, c'est la première fois qu'on va parler d'espace euclidien. Donc, on va se parler de produits scalaires et d'orthogonalité. Moi, j'ai envie de créer justement, pour essayer de comprendre... Alors, déjà, votre réponse. Est-ce qu'il est nécessairement nul? Oui ou non? Non, je suis d'accord. Il faut le savoir. Non, c'est pas parce que U scalaire X est orthogonal à X que c'est un endomorphisme nul. C'est un type d'endomorphisme particulier dont on a parlé, mais qui n'est pas explicitement au programme. On en a parlé, mais on n'a pas à connaître de propriété dessus. On va le prouver, mais un endomorphisme qui vérifie ça, c'est un endomorphisme antisymétrique. Pourquoi monsieur on dit non directement? Ah non, il va le justifier. Mais il faut que vous ayez en tête, ça sert à rien de vous battre 10 minutes à essayer de prouver que c'est l'endomorphisme nul. Ça ne marchera pas. Comment on va faire? Bah, on va faire le chose le plus simple. Pour faire un vrai endomorphisme qui peut poser problème, le problème c'est que si on se met en dimension 1, si je fais une matrice 1, 1, alors, puisqu'on est dans un espace euclidien, je vais dire que, alors c'est très bête pour un seul vecteur, mais je vais dire que je me place dans une base orthonormée. Donc ici, je mets E1 et U de 1, et je veux que vous me rappeliez quelque chose. Si on est dans une base orthonormée, et que j'essaye de remplir, donc une base orthonormée E1, En, et que j'ai... Alors, attendez. J'essaye de remplir la matrice de U dans la base B. Oui, en début d'année, je vous ai dit, ici on met U de E1, ici on met U de En, et ça on met E1, et ça on met En. Mais ça, c'est pour les petits enfants de première année là qui sont en train de faire les applications linéaires. Quand on a un espace euclidien et une base orthonormée, bien plus que ça, comment on remplit une matrice d'une application linéaire dans une base orthonormée? C'est le produit scalaire entre les U de EI scalaire EJ. C'est comme ça qu'on remplit un endomorphisme en base orthonormée. Du coup, pourquoi je vous parle de ça? Imaginons qu'on réfléchisse en dimension 1 pour le moment. Du coup, j'essaye si je suis dans une base orthonormée, j'aurai une matrice de taille 1 avec du E1 et du... Pardon. Ah oui, c'est ça que tu me disais, Yad, excuse-moi. C'est que le U de 1, il est là-haut et le 1, il est à droite. J'ai fait n'importe quoi. Enfin, à l'écrire, j'ai pas fait gaffe. Ce que je voulais juste vous faire dire, c'est que si je suis en base orthonormée, je dois marquer ça. Donc en fait, le nombre A qui est là, c'est un U de E1 scalaire E1. Sauf que j'ai un endomorphisme qui vérifie pour tout X, U de X scalaire X qui vaut 0. Donc oui, en dimension 1, une matrice qui vérifierait ça, ce serait la matrice nulle. Donc c'est juste pour vous expliquer une deuxième chose, ça sert à rien d'aller regarder ces endomorphismes-là en dessous de la dimension 2. Si maintenant je dis soit, donc je suis toujours dans la question 1 que je réfléchis, soit U telle que la matrice dans une base orthonormée de U, ce soit ABCD. Avec ce qu'on vient de dire justement, en fait, la matrice ABCD, ça c'est, si je le mets dans la base, là c'est U de 1, là c'est U de 2, et là c'est E1, E2, en fait c'est aussi, encore une fois, la matrice des U de 1 scalaire E1, ici, c'est U de 1 scalaire E2. Ici, c'est U de E2 scalaire E1, excusez-moi. Ici, c'est U de E1 scalaire E2. Et ici, c'est U de E2 scalaire E2. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de mieux de la matrice? Elle ne s'écrit pas ABCD, en fait, cette matrice. Ouais, elle s'écrit, justement. Et c'est pour ça que je te demandais où étaient tes A et tes B, Adam, parce que c'est pas ça. Voilà, on sait juste qu'elle s'écrit B et C ici pour le moment.
Ok, c'est pas fini, parce qu'on n'a pas encore tout dit. Sauf que maintenant, c'est juste un principe. Si... comment on va voir ça? Oui, on a aussi... On sait aussi que U de E1 plus E2, si je l'écris comme ça, scalaire E1 plus E2, ça doit faire 0. Ce qui, par linéarité, est équivalent à écrire que U de E1, alors si je, par bilinéarité, ça, si je le développe, ça fait U de... Ouais, il faut que je le fasse à la ligne, j'aurais pas assez de place. Du coup, si je le fais à la ligne, si je fais la bilinéarité, ça veut aussi me dire que U de E1, scalaire E1, plus U de E2, scalaire E1, plus U de E1, scalaire E2, plus U de E2, scalaire E2, ça aussi, ça doit faire 0. Sauf que ça fait déjà 0. Ça fait déjà 0. Donc ça m'apprend que j'ai forcément U de E2 scalaire E1 qui fait moins U de E1 scalaire E2. Donc maintenant mon... Alors c'était quoi qui valait? C'était mon B doit être égal à moins C. Donc maintenant j'ai que la matrice dans B de U, c'est une matrice de la forme 0 moins C, c'est 0. Maintenant que j'ai dit ça, je peux faire ma preuve. Je veux dire, ma preuve va être simple. J'ai décomposé tous les problèmes que vous pouvez m'amener. Une matrice qui s'écrit comme ça vérifie que pour tout vecteur x de E, mais il faut le prouver, le produit scalaire de ux scalaire x fait 0. Donc comment on va faire? Maintenant je vais dire, quel que soit x appartenant à E, le produit scalaire de ux scalaire x, c'est le produit scalaire de x1 E1 plus xe E2 si je le développe dans la base E1 E2. Encore une fois, ça par bilinéarité, ça vaut mes 4 termes, ça va me faire du x1 carré par exemple, je vais faire du U de E1 scalaire E2. En fait, j'aurais pu me lancer dans ce... En fait, je suis bête, j'aurais pu me lancer... Je voulais vous réexpliquer pourquoi c'était un endomorphisme antisymétrique. Mais je peux me lancer directement dans ce calcul-là. Dans un espace de dimension 2, si je fais le calcul dans une base orthonormée de U de x scalaire x, ça me fait ça. Puisque pour tout x, ceci fait forcément 0. Ceci fait forcément 0. Du coup, ce calcul-là, en fait, ça me fait x1, x2... facteur de U de E1 scalaire E2 moins plus U de E2 scalaire E1. Oula, j'ai mes parenthèses qui vont pas. Enfin, j'ai pas besoin de deux parenthèses ici. Et du coup, pour que ce soit vrai encore et pour que ça marche, il faut et il suffit que ces deux nombres soient opposés, ce que j'ai prouvé juste au-dessus. Et si ces deux nombres sont opposés, ceci fait bien 0. Donc mon endomorphisme là-haut est bien solution, quel que soit C appartenant à R. Donc ça c'est vrai, quel que soit C appartenant à R. Donc est-ce qu'un endomorphisme qui vérifie U scalaire X, enfin U de X scalaire X est nul pour tout X, est-ce que c'est l'endomorphisme nul? Non, c'est un endomorphisme antisymétrique. Et on vient de le prouver en dimension 2. Alors vous allez dire, oui, mais si on est en dimension n quelconque,
Bah, au pire, on crée une matrice de taille n où on met sur les deux premières dimensions 0, 0, moins cc. Et ça marche quand même. Je remonte juste pour voir si on est en dimension finie. On est dans l'espace euclidien, je suis bête. Donc s'il est euclidien, il est de dimension finie. Je vais mettre... Alors je vais quand même faire la petite remarque. Si dim2 est égal à n plus grande que 2, bah, matrice de U dans une base orthonormée B qui vérifierait C moins C 0, 0 par bloc. Et après, je m'embête pas, je mets que des zéros. Et solution. Vous avez une question? Oui? Ah non! C'est la norme qui est positive. Justement, le produit scalaire... alors, je vais juste faire la remarque par rapport au produit scalaire géométrique dans R3. Si je prends le produit scalaire canonique UV, qui est le x1, y1 plus x3, y3, hein. Celui-là, vous avez vu en physique, mais c'est juste pour vous faire comprendre pourquoi il n'est pas... C'est juste norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle entre... Enfin, si je note comme ça, l'angle entre U et V. Et donc, si le cosinus est négatif, le produit scalaire est négatif. Ou même, autre façon, avec trois nombres, tu peux bien créer un truc négatif. Tu vois ce que je veux dire? Si je te prends le vecteur 1, 1, 1, et que l'autre derrière, pour le vecteur V, je prends moins 1, moins 1, moins 1, le produit de triple produit, il va faire moins 1 plus moins 1 plus moins 1, j'ai un produit scalaire qui vaut moins 3. Donc non, non, le produit scalaire n'est pas... Dernière chose, encore une autre chose, un produit scalaire, c'est une forme bilinéaire. Si c'était tout le temps positif, ça pourrait pas être linéaire, parce que si je multiplie par alpha la quantité, je dois multiplier par alpha le résultat. Si c'était tout le temps positif, si je la multiplie par moins 1, ça pourrait pas rester positif, enfin, il y aurait un problème, ce serait pas linéaire. Enfin... Donc, monsieur, pas tous les produits scalaires ont une norme, sauf les produits scalaires positifs. Hein? Non, c'est pas toutes les normes dérivent d'un produit scalaire. Ah, ok. Il existe des normes qui ne sont pas des normes euclidiennes. Une norme euclidienne, alors là c'est une autre question, mais c'est sur les principes de normes. Quand je vous avais parlé de normes, je vous avais parlé notamment des trois normes fondamentales, la norme 2, la norme 1 et la norme infinie. On est d'accord? Et dans R2, je vous avais défini les trois boules. La boule unité de la norme 2, si je la trace en rouge, c'est un magnifique cercle. Et la norme unité de la norme 1, alors la norme 1 c'était le max des coordonnées, donc je pense que le max des coordonnées ça fait ça, sa boule unité. Et la norme infinie, si je la trace, c'est le max à chaque fois, donc ça fait ça. Donc si bien sûr 1 est là, moins 1, enfin moins 1, moins 1, je mets 1 et 1, c'est ça les trois boules unités pour les trois normes, vous êtes d'accord? Les normes infinies et les normes 1 ne dérivent pas d'un produit scalaire parce qu'elles ne laissent pas toutes les directions de la même façon. En fait, une boule d'un produit lié à un produit scalaire, c'est forcément, alors pas forcément une sphère, mais c'est une ellipse, comment dire, c'est un truc qui peut avoir un effet de taille dans les deux directions, mais qui n'a pas des angles, entre guillemets, enfin, je sais pas qui est régulier, entre guillemets. Et pour définir une norme d'un produit scalaire, bah, c'est racine du produit scalaire de xx. Et le produit scalaire de x par x est forcément positif. Ah, on fait pas racine de xy. Bah non. Ouais. C'était ça que tu buguais? Ouais. Bon, il faut débugger ce genre de choses. Heureusement qu'il n'y a pas eu trop de produits scalaires au concours. Il n'y en a pas eu trop cette année. Attendez, c'était quoi ça? Oui, c'était la question 1. Qui est pour moi la question dure de cet exercice, parce que c'est celle qui n'est pas du cours. La question 2, maintenant c'est juste, on appelle U étoile l'adjoint de U, prouver que les trois propriétés suivantes sont équivalentes. Bon, on va le faire.
Et je veux que vous ayez des idées en tête sur ces trois propriétés-là. Oui, mais ça bug à chaque fois que je fais ça. Oh. C'est comment Au concours blanc. Ce qu'on a eu au concours blanc. Ah, il y avait des choses, c'est vrai qu'au concours blanc, je vous avais donné un truc qui ressemblait à ça. Non, c'est exactement ça. C'était exactement les mêmes? Exactement. Exactement. Non, je suis pas sûr. Je vous avais mis... je suis pas sûr. Il y avait ce passage-là méchant au concours blanc. Le premier, il y avait. C'est ce passage-là que je me demande. Je pense qu'il l'avait pas au concours blanc. Parce que celui-là, justement, je m'étais dit, ils sont pas méchants parce que c'est le truc qui va vous faire mal. C'est le passage de 2 à 3. Non, attendez. C'est le passage de 3 à 2, excusez-moi. C'est le passage de 3 à 2 qui fait mal. Ah, on avait un truc avec des identités de polarisation. Il y avait, dans le concours blanc, je vous avais posé la question des identités de polarisation, je me rappelle plus. Je crois que je les avais enlevées. Donc c'est qu'elles y sont. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez revenir à la question 1, il y a un truc à la fin, j'ai pas compris. Comment on a. Bon, j'ai compris le calcul qu'on a fait, juste à la fin, on a trouvé une matrice par bloc. Oui, c'est juste dit. Alors, c'était d'accord parce que j'ai construit le fait que c'était un endomorphisme symétrique en dimension 2 seulement. En prenant 2 vecteurs et en montrant tout ce qui devait se passer. Si j'ai plus de vecteurs, je pourrais essayer de faire une preuve en dimension n. Mais il faudrait que je fasse une preuve avec tous les coefficients non diagonaux. Enfin, est-ce que tu es d'accord que c'est faisable, mais que c'est super lourd? Et j'ai pas envie de faire la preuve en dimension n parce qu'elle est compliquée. Comme je l'ai faite en dimension 2. Ce que je dis, c'est que si je prends un endomorphisme en dimension n qui a un bloc de 2 avec un C et un moins C non nul, bah, il est non nul cet endomorphisme et il vérifie bien toutes les propriétés du sujet. Donc du coup, enfin voilà, il y a bien une solution qui n'est pas un endomorphisme nul. Donc c'était juste pour pas faire la preuve en dimension n compliquée, on prend juste ce qui se passe en dimension 2 et on dit, bah, si je fais un truc calcul par bloc, ça marche en dimension n. Ok? Ok. Bah, il nous reste la question 2, je voulais juste revenir là-dessus, moi, hein, le 2, les 3 assertions. Oui, ça va être ce qu'on a eu en concours blanc, donc faut les refaire, enfin c'est juste... Vous voyez comme quoi, c'est un exo d'oral de la banque d'oral de CCNP, et c'était, je vous ai pris un truc d'anal d'écrit, et c'est la même chose, quoi, enfin c'est pour faire l'exo. Si on va montrer I implique I2, I2 implique 3, après I3 implique I, pour obtenir l'équivalent. Je sais pas, j'y ai pas réfléchi, attends. Le 3, c'est juste que à froid, le 3 implique 1. Non, j'ai pas regardé les assertions, mais je veux dire d'un point de vue méthode. Il faut, alors, en le faisant en circulaire, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Pas revenir dans le sens inverse, c'est-à-dire faire... Oui, je suis d'accord avec toi. Faire une circulaire, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Mais, parfois, ça peut être plus compliqué de faire 2 trucs simples. Et c'est juste là, le 3 implique 1. À froid, je l'ai plus. Alors, on va commencer par faire les choses simples. Je suis d'accord avec toi. On va faire 1 implique 2. Ça me paraît évident et ça me paraît être l'un des plus faciles. Je sais que U et rond U étoile, ça fait U étoile rond U. Je veux calculer pour tout XY, enfin je veux montrer quelque chose pour tout XY appartenant à E2 sur la quantité U de X, U de Y. Qu'est-ce que vous faites dessus? U de X est égal à X, U étoile de U2. Dans quel sens? U étoile. Voilà, c'est mieux, c'est U étoile de U de Y. Je suis d'accord, ça c'est par propriété de... Ça c'est juste par définition de l'adjoint. Maintenant qu'on a écrit ça, On a fait un U. voilà, maintenant on utilise la commutativité. Le fait qu'il commute. Ça va faire X de U étoile de Y. Et maintenant on utilise, alors ce que je vais pas dire la définition de l'adjoint, pardon. J'ai envie de dire que le fait est juste que U étoile, ça fait U. Donc encore une fois, si on utilise ça, ça va faire du U de X. Pardon. Non, U étoile de... Ah ben non, c'est juste de... En plus, je vous dis ça, mais c'est même pas ça. Non. Je voulais aller trop vite à pas lire ce que je fais. Non, c'est encore une fois la définition de l'adjoint.
c'est que ça me fait du U étoile fois U étoile, enfin scalaire U étoile de Y. Donc j'ai bien 1 implique 2 et c'était pas trop dur. 2 implique 3, c'est pas trop dur non plus. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Voilà, c'est juste ça. Pour x égale y, on se retrouve avec u scalaire u de x scalaire u de x qui fait norme de u de x au carré est égal à u étoile x scalaire u étoile x, ce qui fait norme de u étoile au carré. Et pourquoi ça fait que les normes sont égales? Voilà, par exemple ça suffit pour moi, c'est juste qu'attention, deux carrés sont égaux, il pourrait y avoir un plus ou moins entre les deux, mais donc la norme étant positive, ça implique que u de x ok. Alors c'est là où j'ai du mal. Donc Yed, tu me proposes de faire 3 implique 1. Et le but, ce serait de faire 3 implique 1 sans passer par 2. Oui, bien sûr, non, mais si on a prouvé 3, bah oui, enfin, si on a prouvé 3 implique 1, on a fini. On a fait un raisonnement circulaire. J'ai 1 qui implique 2 et 2 qui implique 3, donc j'ai 1 qui implique 3. J'ai 3 qui implique 1, donc j'ai équivalence entre 1 et 3. Et puisque j'ai équivalence entre 1 et 3, j'ai 1 qui implique 2 et 2 qui implique 3, donc 2 qui implique 1. Donc j'ai équivalence entre 1 et 2. Juste une question. L'adjoint de U étoile, c'est U. Oui, U étoile étoile, c'est U. C'est ce que j'avais écrit, mais en fait, on n'en a pas besoin ici. Il n'y a pas un rapport entre la 3 et la 1. Ça serait pas plus simple de faire 3, 2, 3. Bah justement, moi je le vois en 3-2, parce qu'en fait, je le vois pas sans... J'arrive pas à le voir sans... comment dire? Ouais, sans formule de polarisation. Il me faut, en fait, j'ai besoin de deux variables. J'ai besoin d'un x et j'ai besoin d'un y. Et je le vois pas avec une seule variable x. Donc ouais, enfin moi je le vois beaucoup plus simple de la forme 3 implique 2 et 2 implique 1. Mais par contre 3 implique 2, ça vous demande de connaître les formules de polarisation. Alors, le produit scalaire de xy, c'est 1 demi La norme de x plus y au carré moins norme de x carré moins norme de y. Parfait. Du moment que vous les connaissez, aucun souci, mais il faut connaître vos formules de polarisation. Je vous rappelle juste très vite comment vous faites pour la retrouver. Comment vous faites pour la retrouver? Bah, c'est juste que vous développez. Si vous voulez juste la retrouver, vous développez à la main. Ça fait x plus y scalaire x plus y, et vous la développez comme... Enfin, si vous la développez à la main, ça va vous faire ça. Et voilà comment vous faites pour retrouver vos formules de polarisation. Ok? Donc allons-y, on a la formule de polarisation, il faut l'appliquer à ce qu'on a. On va aller dire que u de x, u de y, c'est donc 1 demi de la norme de u de x plus u de y au carré, moins norme de u de x au carré, moins norme de... Comment vous continuez derrière? Mon but, c'est à la fin d'obtenir 3 petits points. Je vais le faire en 3 lignes, je pense. C'est d'obtenir que ça fait u étoile x scalaire u étoile y. C'est juste que pour moi, je vais le faire en 2 lignes. Parce qu'il y a une toute petite subtilité qui, je suis examinateur, je vous la pose à l'oral si vous le faites en une seule ligne. En
remplace la norme de U de X par la norme de X de U étoile J. Ouais, Pareil pour. ça je suis d'accord, ça je suis d'accord. Et ça c'est, je vais juste le mettre, ça c'est car 3 vérifié. Hein. Pourquoi j'ai besoin d'une ligne en plus? Qu'est-ce que vous devez me dire ici? Oh, je peux le faire en une seule ligne. Non, 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 je peux pas. Oui, parce que U, car U linéaire. Tant qu'il n'y a pas un seul U, vous ne pouvez pas inverser entre le U et le U étoile. Et donc maintenant, forcément, ça fait bien U étoile de X plus Y moins U étoile X moins U étoile Y. Et maintenant, par de nouveaux formules de polarisation, on arrive au dernier. Ok sur les formules de polarisation? C'est vraiment les formules que j'appelle bêtes et méchantes. On les connaît, tout va bien. Et dès que vous allez passer d'un X à un XY, vous allez y penser et ça marche bien. Et vous les connaissez pas et vous vous dites, bah, je suis bloqué. Ok, j'ai 3 implique 2, ça me va bien. Maintenant, je veux faire 2 implique 1. Donc, je sais que j'ai U de X, j'ai U de X scalaire U de Y qui est égal à U étoile X scalaire U étoile Y. Comment vous allez me prouver que U rond U étoile, c'est U étoile rond U? Alors, je vais juste vous redonner un truc. Alors, je sais pas comment l'écrire parce que c'est... C'est une méthode en fait. Enfin, moi, je vois exactement ce qu'il faut faire, mais enfin, une méthode. C'est pas vraiment une méthode parce que les calculs changent à chaque fois. Oui. Monsieur, UX scalaire Y, ça vaut X scalaire U étoile de U de Y. Ok, alors tu as le droit de me le dire comme ça et je suis d'accord avec toi, mais il faut que tu me dises que tu fais du membre de droite. Et de l'autre côté, ça vaut X scalaire U étoile de Y. Complètement d'accord avec toi, c'est ça. C'est ça que j'allais vous dire alors. Ce que j'allais vous dire comme méthode, c'est quand on vous donne des calculs du type, je vais dire n'importe quoi, f de x scalaire g de y égale un autre truc. Enfin, c'est compliqué ce que je cherche à vous dire parce que il n'y a pas de règle, les calculs changent à chaque fois. Enfin, fois f g h i. En général, le but c'est de faire des calculs pour se ramener à quelque chose en x scalaire y est égal à quelque chose en x scalaire y. Alors, ce que tu as fait y aide en inversant les rôles des lettres x et y. Mais pourquoi c'est très important ça? Parce que maintenant, je peux écrire ça. C'est équivalent, alors je vais l'écrire dans l'autre sens, à ce que... c'est symétrique et je préfère mettre mes membres à droite, mais je vais plutôt écrire que U étoile de U de Y moins U de U étoile, scalaire X, si je passe tout du même côté, entre guillemets, et que je regroupe les produits scalaires, ça fait 0. Et ça fait 0. Non. Il n'y a plus qu'un seul X. Alors je l'ai fait en 2 lignes. Enfin, je l'ai fait en une seule ligne, un truc en 2 étapes. Je peux peut-être le faire en 2 pour pas vous perdre, mais c'était pas le but. Ceci, c'est la même chose que U étoile U de Y scalaire X moins U de étoile de Y scalaire X. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça, on peut pas faire par l'identification. Ben justement, mais il faut un argument. Ton identification, il faut un argument. Alors, je vais te le dire, je corrige ça en ce moment. J'ai un exo où il y a ça. Et le nombre d'étudiants qui font qui font
À cette ligne-là. Donc, U étoile de... Ah, j'ai ça, donc U étoile U est égal à ça. Bah, alors, la question en cours, elle était sur 4 points. Pensez à faire ces étapes-là, ça vaut 2 points. L'identification, ça vaut les 2 autres points. Justement, je vais vous le réécrire comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai vu le mieux rédigé, mais il y a plusieurs façons de le dire. En fait, maintenant, ça dit, par linéarité, ça dit ceci. Et ceci, c'est vrai, quel que soit Y et X dans E. Il y a plein de façons de conclure maintenant. Notre but, c'est de conclure que U étoile U, c'est égal à U égale U étoile. Et je vous assure, c'est ce que je vous ai mis en rouge. Quelle que soit la méthode, dès que vous avez écrit un truc comme ça, vous avez gagné. Dès que vous avez un mélange de plein de variables et que vous isolez une des variables, donc ce qu'on a là, enfin les calculs changent à chaque fois, c'est pas les mêmes calculs, moi c'était des calculs avec des projecteurs. Mais dès que vous avez une fonction d'une variable scalaire, l'autre variable égale à 0, il y a 1 million de façons différentes d'expliquer que la fonction qui est là est nulle. Ouais. Est-ce que c'est en ensemble qu'il y a le étoile appartient à Voilà. Alors c'est une des 2 bonnes rédactions que j'ai vues. Une des 2 bonnes rédactions, c'est, alors je vais l'écrire comme ça, comme le résultat, ah ça va être l'heure, pardon. Je finis ça, juste. Comme le résultat est vrai, quel que soit X appartenant à eux, c'est ce que tu me dis, Amine, je suis d'accord, ça veut dire que U étoile U de Y moins U de U étoile, de U étoile de Y, ceci appartient à E orthogonal. Et E orthogonal, c'est quoi l'orthogonal de E? Alors c'est l'ensemble 0, c'est l'espace vectoriel complémentaire, donc c'est l'ensemble 0. Ce qui veut dire que, donc, U étoile de U de Y moins U de étoile de Y est égal à 0 de E. Comme maintenant ceci est vrai, quel que soit... Oh, putain, l'orthogonale de E, c'est Bah alors, en dimension. E est de dimension n. On est dans l'espace vectoriel E. Les règles sur l'orthogonale, si on a un espace F de dimension P, son orthogonal, il est de dimension n-p. T'es d'accord ou pas avec ça? Du coup, E, il est de dimension n, son orthogonal, il est de dimension 0. Ouais. C'est un raisonnement un peu tordu, mais je l'ai vu bien rédigé. Et donc maintenant, comme cette égalité, elle est vraie quel que soit Y appartenant à E, ça veut dire que l'endomorphisme U étoile rond U moins U rond U étoile, bah, c'est l'endomorphisme nul. Vu que c'est l'application nulle sur tout E. Ça, c'est un des 2 raisonnements qui marchent bien pour conclure, à partir de cette ligne-là. L'autre raisonnement qui marche bien à partir de cette ligne-là, c'est un truc tout bête. Comme c'est vrai, quel que soit Y et quel que soit X, je vais prendre un X très particulier. Je reprends la ligne là-haut, mais je vais la prendre pour X qui vaut... Enfin, pas qui vaut Y, qui vaut U étoile de U de Y moins U de U étoile de Y. Si je prends X qui vaut ça, ce que j'obtiens, c'est instantanément que la norme de U étoile U de Y moins la norme de U étoile de Y, cette norme là au carré fait 0. Si la norme fait 0, le vecteur fait 0. Comme le vecteur fait 0 pour tout Y, l'application est nulle. Ça, j'avoue qu'on en a fait... on en a fait un peu au moment des adjoints et tout ça, mais on n'a pas fait énorme de ces petits raisonnements-là. C'est pas un raisonnement ultra maîtrisé, mais la méthode est standard dans le sens où si vous avez plein de calculs en x, y, et si on arrive à vous faire isoler une variable, vous avez gagné pour montrer que c'est nul. Ok sur l'idée? On arrête là.